Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour cette troisième séance du cycle de séminaire Administrer l'éducation, action publique et pratiques professionnelles que nous coportons avec Julie Pinsol et Sylvain Bordiec. J'en profite d'ailleurs pour demander de bien vouloir excuser Sylvain Bordiec qui exceptionnellement aujourd'hui ne peut pas être là pour une raison de santé. Après avoir écouté en janvier Stéphane Cadiou sur la notion de gouvernance et en février Manon Pell sur ce que la bureaucratie partenariale fait aux politiques éducatives locales, deux séminaires qui sont consultables sur la chaîne YouTube du CEDS, nous remercions aujourd'hui Xavier Ponce d'avoir accepté notre invitation et de participer à ce séminaire. Alors Xavier, vous êtes professeur des universités en sciences de l'éducation et de la formation à l'université de Paris-Est et chercheur au laboratoire interdisciplinaire de la recherche sur les transformations des pratiques éducatives et des pratiques sociales, le LIRTES, ainsi que chercheur associé à l'Observatoire sociologique du changement. Vos travaux, entre sciences politiques, sociologie et sciences de l'éducation portent sur les politiques publiques d'éducation, plus précisément sur l'évaluation de ces dernières. Ce qui est au cœur de votre travail, ce sont les effets et les transformations induits par les politiques d'évaluation de l'action éducative, tant dans une vision d'ensemble macroscopique qu'au plus proche du terrain, à l'échelle des pratiques d'évaluation en elles-mêmes. Votre premier ouvrage, issu de votre travail de thèse, qui s'intitule « Évaluer l'action éducative des professionnels en concurrence », est paru au PUF en 2010 et propose ainsi l'étude des acteurs nationaux de l'évaluation en rapportant les logiques et les dynamiques qui orchestrent les interactions entre ces groupes d'évaluateurs, et ce, dans une perspective historique, puisque vous remontez jusqu'en 1958. Ce travail vous a conduit en 2011 à la publication de l'évaluation des politiques éducatives dans la collection Que sais-je. Depuis, vous travaillez notamment sur la politique du résultat, c'est-à-dire l'usage de la notion de rentabilité dans la gouvernance de l'éducation. C'est l'utilisation de l'évaluation comme pilier du New Public Management, tel qu'il s'est imposé dans les institutions publiques, que vous analysez en ayant recours à la notion de accountability, que vous définissez comme un ensemble, je vous cite, un ensemble d'objectifs et de mesures dont le but est d'améliorer l'efficacité et l'efficience des systèmes scolaires à travers l'introduction de mécanismes amenant les acteurs à rendre des comptes sur les résultats de leurs actions. Cette citation vient de votre ouvrage publié en 2019 avec Christian Marois. Aujourd'hui, toujours dans la volonté qui est la vôtre d'étudier les transformations des politiques d'éducation, vous concentrez vos recherches sur l'usage de la contractualisation dans l'enseignement ainsi que ses effets. C'est ce que vous avez proposé de venir nous présenter ce matin en nous offrant d'entrer dans les premières analyses, les premiers résultats de deux programmes de recherche auxquels vous participez. Le premier, international, compare la gouvernance de l'éducation en France et au Canada. Le second, quant à lui, analyse la gestion des enseignements contractuels, a priori en France, dans le second degré. Gouvernance, contractualisation, politique d'éducation, gestion et évaluation sont les mots-clés de votre travail qui, bien évidemment, entrent en résonance avec ce séminaire qui est adossé aux recherches que nous avons engagées depuis 2019 au niveau local et national sur la gouvernance des cités éducatives. C'est donc avec un intérêt particulier et une attention certaine que nous sommes heureux de vous écouter maintenant pour environ 45 minutes, à la suite desquelles une série d'échanges pourront être engagés avec l'auditoire. Je vous remercie et vous donne la parole. Merci beaucoup, Julien. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour cette invitation et les échanges qui vont venir. Pour être tout à fait franc, je ne suis pas habitué à des présentations aussi détaillées, voilà, mon parcours, etc. Ça me met un peu la pression. Enfin, en tout cas, merci beaucoup pour ce travail. Donc, en effet, je vais vous présenter ce matin. Alors là, maintenant, je pense que je peux partager mon écran. Une présentation qui essaye de faire dialoguer deux recherches différentes sur la contractualisation. Est-ce que vous voyez bien mon diaporama pour le coup? Ouais. Voilà, et que j'intitule en lien, enfin en référence à l'article célèbre de Granovetter sur la force des liens faibles, la force des outils faibles.
avec l'idée de voir dans quelle mesure cet outil, la contractualisation, qui est en effet emblématique du New Public Management pour beaucoup d'auteurs, finalement est institutionnalisé de manière souvent assez problématique en France, ce qui me permet de dire que pour le bien du titre, ce serait un outil faible, mais que cette institutionnalisation ne produit pas n'empêche pas pour autant cet instrument ou cet outil de produire de nombreux effets, à la fois organisationnels, institutionnels et professionnels. Et donc voilà, c'est un peu l'esprit de mon intervention ce matin. Et je pense que la contractualisation peut être un objet intéressant pour la thématique de ce séminaire, parce qu'il est relativement ambivalent en fait quand on regarde la façon dont il est traité dans la littérature, puisque d'un côté on a tout un groupe de travaux issus notamment de la science politique et de la sociologie, de l'action publique plus particulièrement, qui insistent sur le fait que, voilà, comme d'autres outils, je pense par exemple à l'évaluation, la contractualisation est supposée être un outil clé de ce nouveau management public qui se développe dans les administrations publiques des pays développés depuis la deuxième moitié des années 70. Et donc, il serait aussi, en ce sens, dans le cas français, un État qui, dans le contexte français d'un État qui doit repenser ses relations avec les collectivités territoriales et les territoires au sens large, il serait aussi un instrument majeur d'une nouvelle gouvernance territorialisée de différents secteurs d'action publique en France. Et dans le champ de l'éducation plus spécifiquement, cet outil donne lieu aussi à une intense réflexion administrative portée par des élites administratives qui publient souvent dans des revues d'interface que vous connaissez, j'imagine, comme Administration et Éducation, par exemple, ou la revue qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui a existé pendant plusieurs années, qui a été portée à l'époque par le CRDP de Créteil, qui s'appelle Éducation et Management. Et du fait de cette importance centrale de la contractualisation dans ces réflexions administratives et dans ce New Public Management, c'est un outil qui a été aussi souvent critiqué, notamment par une partie de collègues se revendiquant d'une sociologie critique, pour sa dimension néolibérale et sa contribution à l'instauration d'une néolibéralisation de l'école, sa contribution à la soumission de l'école à la norme sociale du capitalisme. Je pense en particulier ici aux nombreux travaux de Christian Laval, ou individuels ou collectifs, en lien notamment avec l'Institut de recherche de la FSU. Donc d'un côté, la contractualisation, c'est central et c'est critiqué comme étant central. Et d'un autre côté, finalement, dans le champ de l'éducation, nous disposons d'assez peu de recherches empiriques sur sa mise en œuvre effective dans le champ de l'éducation. Qu'est-ce qui se passe vraiment quand on met en œuvre la contractualisation dans le champ de l'éducation? Alors, il y a un article pionnier de Dominique Glassman qui aborde ce thème-là et qui en appelle à des recherches complémentaires sur cet outil qui est en train de devenir clé. Nous avons également une enquête d'Alistair Cole, qui est moins connu dans le champ de l'éducation, mais qui est un professeur de sciences politiques, spécialiste des transformations de la gouvernance en France, qui est à Lyon 2, je crois, mais qui publie beaucoup en anglais au niveau international, et qui avait analysé à l'époque une forme de contractualisation sur laquelle je vais revenir dans cette présentation, qui est la contractualisation entre l'administration centrale et les académies. Et puis, on a également les travaux de Valéry sur les contrats éducatifs locaux, qui sont particulièrement intéressants, portés aussi depuis une socio-histoire de l'action publique. Et donc, du coup, se pose vraiment la question des effets, c'est-à-dire, on a beaucoup de contributions qui convoquent des grands modèles théoriques sur New Public Management, la néolibéralisation, etc., et pas tant de recherche empirique que ça. Alors, je vais essayer de contribuer à pallier ce manque aujourd'hui en m'appuyant sur deux recherches collectives qui ont porté sur des sujets, soit directement parfois sur la contractualisation, soit sur des sujets plus larges qui ont été l'occasion de travailler sur la contractualisation. Alors, l'une de ces recherches est, j'allais dire ancienne, puisqu'elle a commencé il y a 10 ans, c'est le projet New Age, donc un projet que vous avez mentionné, Julien, à l'instant, qui visait à comparer les politiques d'accountability, ou ce qu'on a parfois appelé les politiques de gouvernance par les résultats, en France et au Québec, et qui a été l'occasion
de travailler sur plusieurs instruments de ce New Public Management, puisque le problème qu'on a rencontré quand on a fait cette recherche comparative, c'est que autant au Québec, l'accountability a donné lieu à un programme d'action publique clairement formalisé qui s'appelle la gestion axée sur les résultats et qui est supposé être mise en œuvre dans tous les secteurs d'action publique, pas seulement en éducation. Autant quand on s'est retourné sur le cas français pour construire la comparaison avec le Québec, on était un petit peu embêtés parce que nous n'avions pas à ce moment-là de politique de gouvernance par les résultats aussi formalisée et aussi codifiée que la politique québécoise. Et donc, après plusieurs recherches, nous nous sommes rendus compte que c'est finalement la notion de pilotage par les résultats qui est le plus proche de ce qu'on entend par politique d'accountability ailleurs. Et donc, on a travaillé sur ce pilotage par les résultats, mais comme ce pilotage par les résultats est institutionnalisé lui-même d'une manière un peu particulière, ça nous a amené à construire l'enquête sur la base de plusieurs études de cas pour comprendre comment étaient institutionnalisés les instruments de ce pilotage. Et parmi ces instruments, on a donc travaillé beaucoup sur la contractualisation. Et la deuxième recherche, c'est une recherche qui est encore en cours, qui est coordonnée par Xavier Dumais de l'Université catholique de Louvain, et qui vise à comparer la gestion des carrières enseignantes en France, en Belgique et en Angleterre. Et dans ce projet, il y a un volet politique de gestion de la carrière des enseignants. Et dans ce volet politique de la gestion de carrière des enseignants, nous avons beaucoup travaillé. Alors, j'ai beaucoup travaillé, mais on a également des collègues, Hélène Buisson-Fenet ou Caroline Berton, qui ont travaillé sur la question de la gestion des enseignants contractuels. Alors, bien évidemment, majoritairement dans le secondaire, Julien, vous avez raison, mais quand on vient d'une académie comme la mienne, c'est-à-dire l'Académie de Créteil, il y a aussi de plus en plus d'enseignants contractuels dans l'enseignement primaire, ce qu'on ne retrouve pas dans toutes les académies, peut-être qu'on y reviendra, enfin en tout cas pas dans toutes les académies avec autant d'importance que dans l'Académie de Créteil et d'autres académies de masse. Et donc, je vais essayer ce matin de faire parler ces deux recherches, avec parfois une recherche qui se concentrera sur ce que je propose d'appeler ce matin la contractualisation, pour les biens de la présentation, hein, ce ne sera pas forcément de sens empirique, la contractualisation administrative, c'est-à-dire la contractualisation d'une part entre les rectorats et l'administration centrale, et d'autre part la contractualisation entre les rectorats et les établissements publics locaux d'enseignement dans le secondaire. Et puis la contractualisation que je vais appeler ce matin la contractualisation enseignante, c'est-à-dire le recours à des enseignants contractuels. Alors, je vais le faire sur la base d'enquêtes qui ont, dans les deux cas, de très grande proximité, hein, des enquêtes qualitatives qui ont donné lieu à chaque fois à plusieurs dizaines d'entretiens, mais aussi, quand c'était possible, des observations, par exemple des observations de dialogue de gestion au sein des administrations, dans le premier cas, ou des observations de sessions de formation auprès d'enseignants contractuels dans le second cas. Et puis aussi des corpus documentaires, enfin, des corpus de documents qui ont donné lieu à des analyses documentaires, donc corpus de textes officiels, corpus d'articles de presse, corpus de dépêches AEF, corpus d'articles dans des revues d'interface, etc., etc. Et ce sont des enquêtes qualitatives, mais ce sont aussi des enquêtes multiniveaux, puisque les dispositifs d'enquête sont assez proches dans les deux cas. À chaque fois, on travaille au niveau central-national pour essayer de comprendre comment se fabrique une politique publique à ce niveau-là. Puis ensuite, on compare les modalités de sa mise en œuvre dans 3 académies contrastées. Donc pour le projet New Age, on a comparé Créteil, Versailles et Lyon. Pour le projet Teachers Careers, on compare Créteil, Dijon et Lyon. Et au sein de ces académies, on travaille aussi au niveau établissement. Le plus souvent, c'est le niveau secondaire et le plus souvent, c'est au niveau des lycées. Bon, voilà, là, ça, c'est lié parfois à des enjeux de comparaison avec le Québec, dans le premier cas, parfois à des considérations liées tout simplement à l'accès au terrain dans le secondaire. Et donc, voilà, à partir de ces deux recherches-là que je vais faire dialoguer ce matin, et qui, je l'espère, donneront prochainement lieu à 2 articles. On est en train de publier ce que je vais vous présenter ce matin. De réfléchir à l'institutionnalisation problématique de cette contractualisation. C'est ce que je vais développer dans un premier temps et qui permet de parler d'outils faibles. De réfléchir aux effets, malgré tout, de cette institutionnalisation problématique, qui sont nombreux et potentiellement importants, et que je développerai dans un deuxième temps de la présentation.
Alors, allons-y pour le premier temps, une institutionnalisation bien souvent problématique. Alors, si je commence par la contractualisation administrative, donc la contractualisation entre les rectorats et la centrale et entre les rectorats et les EPLE, cette institutionnalisation, en fait, est problématique à plusieurs égards, au sens où elle conduit, dans le premier cas, la contractualisation entre l'administration centrale et les académies, à finalement l'instauration d'un outil de régulation qui reste à la marge du fonctionnement ordinaire des administrations. Alors, qu'est-ce qui me permet de dire ça? Peut-être qu'il faut revenir un tout petit peu sur comment s'est construite cette contractualisation. Donc, elle a été lancée pour la première fois à la fin des années 90, donc sous le ministère de Claude Allègre, depuis la direction de l'enseignement scolaire. Ce n'était pas encore la DGESCO, c'était que la DESCO à l'époque, par quelqu'un d'ailleurs qui joue un rôle majeur dans toutes ces réflexions administratives. À ce moment-là, c'est Bernard Toumonde qui est à la tête de cette administration. On est dans un contexte où, dans le prolongement de la loi de 1989 qui officialise les projets d'établissement, depuis les années 90, on invite de plus en plus les académies, elles aussi, à définir des projets d'académie. Et donc, pour essayer d'accompagner et de relancer aussi cette dynamique des projets d'académie, au sein de la centrale, on réfléchit à l'idée de développer des contrats rédigés donc, entre l'administration centrale et les administrations académiques. La personne qui porte ce dossier, c'est la même personne qui a développé la contractualisation dans le champ de l'enseignement supérieur et qu'on a fait explicitement venir dans le champ de l'enseignement scolaire pour mener le même type de travail qui a été fait avec les universités, ici, pour le faire avec les académies. Donc au départ, on a une approche tout à fait expérimentale sur la base du volontariat. L'idée est de coordonner les bonnes volontés des recteurs et les bonnes volontés des directions d'administration centrale. C'est une procédure au départ qui est peu formalisée, qui n'est pas systématique, qui n'est pas non plus assise sur un statut juridique clair, à tel point que parfois Bernard Toumonde, qui vous le savez, a été également professeur de droit public avant d'avoir une carrière administrative, à tel point que ça l'amène parfois à se demander si on a là affaire à de véritables contrats, au sens juridique du terme. Et donc on est plutôt dans l'idée d'organiser régulièrement des premières réunions entre services académiques et services d'administration centrale pour parler du projet de l'académie, essayer d'inciter les recteurs à définir un peu plus précisément leur politique académique, et que les recteurs ne conçoivent pas leur activité uniquement comme une courroie de transmission de la politique nationale, mais qu'ils réfléchissent aux spécificités de leur territoire et de leur politique académique. Alors, c'est une procédure qui ne donne pas lieu à des décisions budgétaires spécifiques. Le contrat passé entre la centrale et les académies n'est pas assorti de moyens supplémentaires, par exemple pour les académies, selon les actions prioritaires qu'elles voudraient mettre en œuvre. Donc c'est un soutien plutôt symbolique pour les acteurs que nous avons interrogés de la part de la centrale. Et donc cette première procédure-là s'essouffle assez rapidement. Dès 2001, en fait, la centrale doit relancer cette procédure de contractualisation. Et quand elle la relance, les recteurs d'académie n'envoient pas tous leurs projets d'académie à la centrale, les projets n'ont pas tous lieu. Et puis cette période 2001-2004, c'est aussi une période un peu particulière parce qu'avec la présidentielle de 2002, avec la stabilisation de la plateforme et du programme à l'époque du RPR qui devient UMP, émerge une nouvelle vision de la contractualisation un peu concurrente de ce que la gauche avait amorcé à la fin des années 90 et plus fortement liée justement à la question du pilotage par les résultats, avec l'idée que cette contractualisation ne doit pas seulement être fondée sur la base du volontariat, mais elle doit être systématisée, et puis elle doit permettre de mesurer la capacité des autorités académiques à atteindre un certain nombre d'objectifs contractualisés. Alors cette vision-là, autant le dire, même aujourd'hui, elle n'est pas complètement mise en œuvre. En tout cas, c'est une définition alternative qui émerge autour de la période 2001-2004. Donc c'est une période à la fois d'essoufflement, de relance et d'incertitude sur l'outil. Et puis on arrive assez rapidement au tournant majeur que constitue l'année 2005, que j'avais déjà observé dans mes travaux sur la politique d'évaluation et qui se confirme ici aussi pour la question de la contractualisation.
puisque du fait de la convergence de plusieurs phénomènes qui ont lieu à la fois au niveau européen et au niveau national, et puis qui ne concernent pas que le champ de l'enseignement scolaire, l'État, dans son ensemble, entre de plus en plus dans une logique de mesure de la performance de ses politiques publiques. Alors, dans le champ de l'éducation, ça se manifeste par le télescopage entre, d'un côté, la loi Fillon de 2005, qui est soumise dans sa première version au Parlement en janvier 2005 et qui est votée à l'été suivant, et qui, en gros, alors pas tant dans la loi elle-même que dans le rapport annexé à la loi, qui est un document qui doit permettre d'expliciter la façon dont cette loi est mise en œuvre, eh bien, parle de nouvelles donnes en matière de pilotage, acte le fait que la France s'est engagée dans la stratégie de Lisbonne depuis mars 2001, acte le fait qu'avec PISA, elle est rentrée dans un contexte où se développe la concurrence entre les pays et la comparaison internationale. Et donc, ce rapport annexé acte le fait que désormais, on doit aller vers un pilotage fondé beaucoup plus sur des indicateurs, fondé beaucoup plus sur les outils du nouveau management public. Et donc, ça contribue à relancer la politique de contractualisation entre la centrale et les académies. Et donc, ça donne lieu à ce que les acteurs appellent un nouveau dialogue stratégique, qui est assis sur un dossier académique beaucoup plus fourni, c'est-à-dire qui est composé de deux parties, une partie renvoyant aux indicateurs renseignés par la centrale et une partie renvoyant aux indicateurs renseignés par les autorités académiques, avec à côté de ces indicateurs à chaque fois des commentaires littéraires. Et donc on se réunit régulièrement pour discuter de ce dossier académique. Et comme par ailleurs on est rentré, oui c'est un élément que j'ai oublié de mentionner, dans la LOLF, la loi organique relative aux lois de finances, qui prévoit, comme vous le savez, de réorganiser le budget de l'État en missions qui correspondent à des politiques publiques. Donc nous avons la mission enseignement scolaire dans le champ de l'éducation. Et au sein de cette mission, en programme d'action publique, donc on a un programme pour l'enseignement primaire public, un programme pour l'enseignement secondaire public, un programme pour l'enseignement privé, etc., etc. Et au sein de ces programmes, cette loi prévoit que soient définies des actions prioritaires et puis des indicateurs pour mesurer le degré d'atteinte de ces actions prioritaires. Et bien dans ce contexte de réforme budgétaire, le budget de l'État est réorganisé en programmes et donc il faut que les ministères réfléchissent et gèrent leur budget en fonction de ces programmes. Et comme dans le cas de la LOLF, les budgets opérationnels de ces programmes sont confiés au rectorat, ça implique un nouveau dialogue de gestion entre la centrale et les rectorats qui est organisé autour de ces programmes LOLF. Et donc, on n'est plus du tout dans le modèle précédent où on avait des acteurs qui se réunissaient sur la base du volontariat pour essayer de réfléchir à ce que pourrait être une politique académique dans le territoire. Là, on est dans une contractualisation qui s'appuie sur un dialogue de gestion régulier entre la centrale et les académies, organisé en mode LOLF, pour lequel nous disposons d'un certain nombre d'indicateurs et pour lesquels des cibles sont définies, à la fois par la centrale et les académies, et qui doivent être atteintes. Et moi, qui ai pu observer dans cette recherche-là des dialogues de gestion entre la centrale et les académies, je peux témoigner que ça change la donne, c'est-à-dire qu'on se réunit certes pour parler de l'académie, et quand on parle de l'académie, on parle de l'académie avec des données statistiques de plus en plus étoffées. Alors, ce nouveau dialogue stratégique, bien évidemment, contribue à relancer la contractualisation, parce que la contractualisation est présentée comme étant un complément à ce dialogue de gestion, comme étant justement une occasion de définir les grandes stratégies, les grands axes stratégiques des académies en fonction de ce que montre ce dialogue de gestion rénové. Malgré tout, l'effet de ce tournant de la performance, et notamment de la LOLF, sur l'institutionnalisation de la contractualisation elle-même, reste ambivalent, parce que c'est une force d'impulsion très importante d'un côté, mais de l'autre, on a encore un découplage important entre contractualisation et dialogue de gestion. Et donc, entre la dimension stratégique, les objectifs, les actions prioritaires qu'on définit dans la contractualisation, et les enjeux proprement budgétaires et financiers, qui, eux, restent dans le giron du dialogue de gestion. Et en gros, les enjeux forts, ils sont toujours au niveau du dialogue de gestion. La contractualisation elle-même, qui s'appuie certes sur le dialogue de gestion, ne donne pas lieu à des enjeux politiques très importants, notamment parce que, comme dans la séquence précédente, cette contractualisation n'est pas assortie de moyens supplémentaires en tant que telle. La guerre, le nerf de la guerre,
les moyens, ça se négocie en dialogue de gestion, pas dans le cadre de la contractualisation. Par ailleurs, cette contractualisation, elle est portée par un service au sein de l'administration centrale, un service transversal qui est peu doté, 5 personnes seulement, qui doivent organiser la coordination entre tous les services. Et enfin, cette contractualisation, au moment de l'enquête, elle n'était assortie d'aucune évaluation. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le système scolaire français pour un recteur s'il n'atteint pas les objectifs du contrat qu'il a passé avec la centrale? Pas grand-chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas que ce contrat n'a pas d'effet, qu'il n'a pas d'importance, que ça ne peut pas être constitué un argument dans les discussions, dans le dialogue de gestion notamment. Ça ne veut pas dire que du fait de leur ethos professionnel, les recteurs n'accordent pas de l'importance malgré tout à ce qui est écrit dans les contrats. Mais de fait, par rapport à d'autres pays où les instruments d'action publique, du New Public Management sont beaucoup plus couplés les uns aux autres et où les enjeux et les conséquences institutionnelles sont beaucoup plus fortes, là, dans le cas français, on peut très bien ne pas atteindre les objectifs d'un contrat passé avec la centrale sans que votre carrière de recteur ou de rectrice n'en soit particulièrement affectée. Donc, pour toutes ces raisons, auxquelles s'ajoutent les dernières que je mentionne ici, c'est-à-dire un engagement des académies tout à fait variable dans la démarche de contractualisation, et puis même dans les académies qui disent s'engager fortement dans cette contractualisation comme Versailles, une instrumentation en académie tout à fait limitée de ces contrats, eh bien, on a quand même un outil prétendument emblématique du New Public Management qui reste à la marge des relations entre l'administration centrale et les rectorats. La situation concernant le deuxième exemple de contractualisation administrative, la contractualisation entre les rectorats d'académie et les EPLE dans l'enseignement secondaire, est à la fois proche et similaire et différente. Donc les contrats d'objectifs, vous le savez, ont été instaurés par la loi Fillon de 2005. Initialement, il s'agissait de contrats d'objectifs et de moyens. Donc il y avait l'idée au départ que selon les axes stratégiques qui étaient définis dans les contrats d'objectifs et de moyens avec les établissements, ces établissements puissent avoir des moyens supplémentaires. Ça a marché une rentrée, 2 rentrées, mais très très vite, les contrats d'objectifs et de moyens se sont transformés en contrats d'objectifs uniquement. Donc ça, c'est déjà un premier point, puisqu'à partir du moment où, quand vous êtes chef d'établissement, vous devez contractualiser avec votre tutelle, ce qui est déjà une forme de contractualisation particulière, les deux parties ne sont pas forcément sur le même pied d'égalité, et qu'en plus, cette contractualisation ne donne pas lieu rapidement, en tout cas, à des moyens supplémentaires, vous voyez bien que les enjeux ne sont plus du tout aussi importants dès lors que la question des moyens n'est plus couplée à celle de la définition stratégique des objectifs et des axes de la politique de l'établissement. Alors, l'enquête a montré que la contractualisation avec les EPLE était portée de manière tout à fait différente d'une académie à l'autre et avec une intensité tout à fait variable. Autant au moment de l'enquête, l'Académie de Versailles a fortement formalisé son pilotage en ce sens, a développé une application informatique qui permet de saisir les contrats d'objectifs en ligne, application qui va être d'ailleurs exportée dans d'autres académies. Autant les recteurs mettent au centre de leur communication la question des contrats d'objectifs avec les établissements. Autant dans l'Académie de Lyon aussi, on a quand même des recteurs plusieurs recteurs successifs qui ont insisté sur la systématisation de ces contrats d'objectifs. Autant dans l'Académie de Créteil, on a une situation tout à fait différente. Alors là, je peux en témoigner à travers 2 enquêtes différentes, celle dont je parle aujourd'hui, mais même une enquête précédente. C'est-à-dire que quand on a commencé l'enquête New Age, en bonne méthodologie, nous sommes allés voir les autorités académiques et nous leur avons demandé de pouvoir disposer de l'ensemble des contrats d'objectifs qui sont inscrits dans la loi, qui doivent normalement exister dans tous les établissements, pour en faire une analyse de contenu. Puis en fonction de cette analyse de contenu, pouvoir sélectionner les établissements dans lesquels nous devions nous rendre pour avoir des situations tout à fait contrastées. Et quand j'ai fait cette demande dans l'Académie de Créteil, donc je fais cette demande auprès du cabinet du recteur, qui me dit « Ah, mais vous savez, les contrats d'objectifs et de moyens, en fait, les contrats d'objectifs, ils sont gérés par les DAZEN, directement dans ce qu'on appelle aujourd'hui les directions départementales des services de l'éducation nationale. » Ah bon, d'accord. Donc je vais interroger les 3 DAZEN dans le cadre de la recherche, et à chaque DAZEN, je demande de pouvoir accéder aux contrats d'objectifs. Là, les DAZEN m'expliquent qu'en fait, ils sont centralisés au niveau du rectorat, mais qu'eux ne les ont pas.
Donc, vous imaginez un petit peu le ping-pong administratif. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte, et le cabinet l'a reconnu, qu'en fait, il n'y avait pas, au moment de l'enquête dans l'Académie de Créteil, d'acteurs qui lisaient ou analysaient de manière systématique ces contrats d'objectifs. On ne savait même pas précisément où ils étaient centralisés. Et donc, après plusieurs demandes, j'ai pu quand même en obtenir quelques-uns qui, en fait, correspondaient à des situations d'établissements qui soit demandaient une labellisation particulière, type lycée des métiers, soit d'établissements dans lesquels les chefs d'établissement demandaient des mutations, et donc il s'agissait là de montrer qu'on jouait bien le jeu de la tutelle, et donc on avait bien formalisé un contrat d'objectif. Bref, il y en avait très très peu, ce n'était pas systématisé, ce n'était pas analysé, ce n'était pas au fondement du pilotage rectoral du moment. Donc on a des situations très contrastées dans les académies, et après quand on descend au niveau des établissements, on a également des situations très contrastées, selon au moins deux paramètres. Le premier renvoie finalement au choix de pilotage des chefs d'établissement. Et là, l'enquête a montré que les chefs d'établissement se retrouvaient dans ce qu'on a appelé une forme de duplicité managériale. C'est-à-dire que quand ils doivent rendre des comptes à leur tutelle, ils endossent tout à fait le jeu du New Public Management. Donc, ils montrent qu'il y a un projet d'établissement, que le contrat d'objectif est en cours d'élaboration ou a été élaboré. Et dans leur communication, ils intègrent ces instruments de régulation. Par contre, quand ils se tournent vers les acteurs de l'établissement et qu'ils doivent piloter au quotidien l'établissement, en général, ils n'appuient pas du tout leur pilotage sur ce type d'outils. Notamment parce que ce type d'outils pose un certain nombre de problèmes que Anne Barrère avait identifiés déjà pour les questions d'évaluation, notamment des problèmes de temporalité, puisque ça revient à figer un peu dans le marbre du contrat des dynamiques de professionnalisation et d'apprentissage collectif au long cours, qui sont en général source de frustration pour les collègues. Quels axes privilégier? Pourquoi celui-là plutôt qu'un autre? Quels indicateurs retenir pour mesurer l'atteinte de cet axe? Ça ne correspond pas forcément à la façon dont les collectifs de travail se structurent dans les établissements. Et donc, les chefs d'établissement, par réalisme managérial, j'ai envie de dire, voient bien que ce n'est pas forcément les outils les plus appropriés pour créer des collectifs de travail et aller dans le sens des réformes du moment qui, par ailleurs, se multiplient. Vous connaissez l'instabilité conjoncturelle des politiques éducatives. Le deuxième paramètre renvoie, et j'y reviendrai dans la deuxième partie de la présentation, en gros à la situation des établissements scolaires, ce qu'on a appelé parfois aux ordres éducatifs locaux qui caractérisent ces établissements scolaires, puisque d'un établissement à l'autre, les conjonctures sont beaucoup plus ou moins propices d'une part à la rédaction d'un contrat d'objectif, mais même à l'instauration de ce contrat d'objectif dans la politique même de l'établissement. Moi, je peux vous donner l'exemple d'un cas d'un lycée dans l'Académie de Créteil, caractérisé donc par des résultats moyens, par une rotation du personnel enseignant très importante, par un petit groupe d'enseignants qualifiés de noyau dur par la direction très impliquée, qui multiplie les grèves et les manifestations au rectorat, qui associe les lycéens à ces manifestations au nom de leur socialisation politique, et dans lequel la chef d'établissement récemment nommée au moment de l'enquête, expérimentée, connue pour avoir redressé des établissements difficiles d'éducation prioritaire, eh bien, envisage de remettre un petit peu d'institution dans ce fonctionnement un petit peu problématique de l'établissement. Ça donne lieu à un établissement hyper conflictuel. Enfin, moi, peut-être une petite impression subjective de terrain, la première fois que je suis rentré dans cet établissement, j'ai entendu un silence de mort, je n'ai vu que des visages baissés, des gens qui ne se parlent pas, une tension palpable qui s'est confirmée après ensuite dans les entretiens que j'ai menés. Bon, vous voyez bien que dans ce genre d'établissement, le simple fait d'employer le mot contrat, qui véhicule une vision managériale de l'éducation, est propice à attiser des conflits qui sont déjà nombreux dans cet établissement. Donc dans cet établissement, la mise en œuvre d'un contrat d'objectif, vous voyez bien que bon, ça ne marche pas. À l'inverse, dans un établissement de l'Académie de Lyon, très proactif sur le sujet, qui a la volonté de bien mettre en évidence les actions menées, pas seulement par la direction, mais par les équipes pédagogiques, notamment parce que cet établissement-là est spécialisé aussi dans l'accueil d'élèves en situation de handicap et qu'il doit justifier ses compétences professionnelles spécifiques. Alors là, le contrat d'objectif est pleinement inséré dans la politique de l'établissement. Donc, une mise en œuvre très contrastée au niveau des lycées. Et puis, comme pour le cas de la contractualisation entre la centrale et les académies,
Ce qui était frappant, et encore plus frappant quand on le compare avec le Québec, c'est que en fait, ces instruments qui sont déployés au niveau des établissements, projets, contrats, indicateurs de résultats, radar par exemple, réforme aussi du cadre budgétaire et comptable des EPLE, etc., etc. Ces instruments sont en général faiblement couplés les uns aux autres. C'est un peu la grande différence avec le Québec. Au Québec, ils ont les mêmes instruments de pilotage que nous. Ça ne s'appelle pas projet, ça s'appelle planification ou plan d'action. Ça ne s'appelle pas contrat, ça s'appelle convention de partenariat. Ils ont sensiblement les mêmes indicateurs de résultats. Mais la grande différence qu'on a observée entre la France et le Québec, c'est qu'au Québec, ces instruments sont reliés entre eux, fortement couplés entre eux. Alors qu'en France, on a des projets, on a des contrats, on a des indicateurs de résultats. Parfois, on les fait dialoguer entre eux. Parfois, les dynamiques sont totalement autonomes. Parfois, on a un contrat et pas de projet. Parfois, on a un projet et pas de contrat, etc., etc. Et dans ce couplage faible entre les instruments, il y a un faible couplage avec l'évaluation. Qu'est-ce qui se passe en France si vous n'atteignez pas les objectifs de vos contrats d'objectifs? Pour l'instant, pas grand-chose. Ça va peut-être changer avec la procédure actuelle mise en œuvre par le Conseil d'évaluation de l'école, d'évaluation externe des établissements scolaires, sur la base d'une auto-évaluation. Ça va peut-être changer. J'en suis pas encore complètement sûr, parce que changement politique à venir, est-ce que le CE va perdurer, est-ce que la procédure va perdurer, etc. Mais au moment de l'enquête, en tout cas, faible couplage à l'évaluation. Donc, pour l'ensemble de ces raisons, l'institutionnalisation de la contractualisation reste problématique dans le cas français et il reste difficile d'en faire un instrument clé de néolibéralisation, de réforme néo-managériale du système scolaire français, tant sa mise en œuvre est inégale selon les contextes. J'en viens maintenant à la contractualisation enseignante, c'est-à-dire au développement du recours aux enseignants contractuels. Alors, qu'est-ce qui pourrait permettre de dire que là aussi, on a finalement, pour le bien de cette présentation, un outil faible? C'est vrai que c'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment, on en parle d'autant plus avec la politique depuis 5 ans de Jean-Michel Blanquer, et à travers lui du gouvernement et de la présidence actuelle. C'est vrai qu'on en parle beaucoup aussi parce que quand on regarde les statistiques, notamment celles qui sont disponibles depuis 2008, on voit bien que le nombre et la proportion d'enseignants contractuels ne cessent d'augmenter, et qu'à l'inverse, de manière quasi symétrique, le nombre de postes ouverts au concours en tendance diminue fortement dans différentes spécialités. Donc c'est très clair en termes de graphique, les deux courbes sont opposées, et donc ça suscite quand même un certain nombre de questions que je regarde en face, hein, je ne suis pas là pour les minimiser. Mais malgré cette évolution-là, on est quand même dans un contexte où la proportion d'enseignants contractuels reste encore relativement faible, hein, un peu moins de 9%, enfin 9% dans le secondaire, hein, quasiment 1% dans le primaire, d'après les bilans sociaux de l'ADEP. Ce qui est faible, je veux dire, de manière générale par rapport à un pourcentage dans l'absolu, mais ce qui est aussi plus faible que d'autres périodes de l'histoire, notamment de l'enseignement scolaire, je pense aux années 50 et 60, où ces proportions pouvaient être beaucoup plus importantes lors de la première vague de massification de l'enseignement secondaire. Par ailleurs, quand on regarde dans la population des enseignants contractuels, ceux qui finalement restent dans l'institution, bon, par exemple, si on prend les enquêtes de cohorte que fait Bertrand Delhomme, c'est seulement 12,7% des contractuels qui obtiennent un CDI, par exemple. Donc on a quand même, en termes d'ordre de grandeur, déjà quelque chose de encore relativement minoritaire ou marginal au regard de ce qu'est la gestion des enseignants aujourd'hui, par le concours, par les mouvements inter- et intra-académiques, par le barème, par les indices, etc. etc. Par ailleurs, quand on regarde comment concrètement se développe la gestion des enseignants contractuels au niveau central et dans les académies, ce qui ressort, c'est que le ministère tente le plus possible de calquer cette gestion des enseignants contractuels sur celle des enseignants titulaires. Et c'est d'ailleurs ce que critique la Cour des comptes. Et donc, ça donne lieu à une gestion des enseignants contractuels la plus proche possible des titulaires, de celle des titulaires, donc en termes de formation et de participation au plan académique de formation, en termes de grille salariale, qu'on essaye de rapprocher des grilles indiciaires des titulaires, en termes de commissions paritaires, il y a des commissions consultatives paritaires, alors qu'on n'a pas exactement les mêmes pouvoirs que les commissions académiques paritaires, mais en tout cas, on est sur le modèle d'une commission paritaire. On a bien évidemment des forces syndicales qui développent des sections pour les non-titulaires et qui essayent de peser dans la cogestion
des carrières des enseignants contractuels. On a également le même type d'indemnité, par exemple pour l'exercice en éducation prioritaire que pour les titulaires, même logique de vœux d'affectation, etc., etc. Donc on a des modalités de gestion vraiment qui essayent de se rapprocher le plus possible de celles des titulaires. Par ailleurs, et c'est frappant dans le cadre de l'enquête, quand moi j'interroge différents types d'acteurs, des chefs d'établissement, des inspecteurs, des parlementaires aussi, des responsables d'administration centrale, sur en gros ce que le ministère est capable de proposer à ses enseignants contractuels en matière de carrière professionnelle, de projection dans un avenir professionnel, très régulièrement, ce qui ressort dans les entretiens, c'est que pour la grande majorité de mes interlocuteurs, c'est le concours qui reste l'horizon professionnel principal des enseignants contractuels. C'est-à-dire que pour la grande majorité des acteurs que j'interroge, finalement, on continue à considérer la contractualisation comme quelque chose de temporaire et comme quelque chose qui, si ça doit durer, doit déboucher principalement sur la préparation et l'obtention d'un concours. Et donc, moi, j'ai des inspecteurs qui me disent que la première chose qu'ils font quand ils rencontrent un enseignant contractuel, c'est déjà de le sensibiliser à l'idée que s'il veut exercer ce métier, il faudra à terme qu'il présente le concours. Donc, on reste quand même dans un modèle, je veux dire, majoritaire, où le concours tient une place importante dans le recrutement des enseignants, en tout cas aux yeux des interlocuteurs que j'interroge. Par ailleurs, ce qui me fait dire que cette contractualisation enseignante reste à la marge, c'est les situations académiques qui, elles, là encore, sont particulièrement contrastées. Et là, je renvoie à un article qu'on a publié récemment dans la Revue française de socio-économie, qui a étudié donc les formes de pénurie enseignante contrastées d'une académie à l'autre, et qui sont synthétisées dans le tableau qui est à droite là, de cette diapositive. Et on voit bien que, selon les académies, la question de la contractualisation est plus ou moins importante. Honnêtement, quand j'ai fait l'enquête dans l'académie de Dijon, la question de la gestion des enseignants contractuels n'est absolument pas un problème d'action publique locale. On est dans un mode de gestion tout à fait serein et assez traditionnel de ces enseignants contractuels. Alors certes, il y a des zones qui ne sont pas attractives ou difficilement attractives, hein, notamment quand on va vers le Jura, quand on s'éloigne des axes de communication, etc. Donc il y a, comme ailleurs, des problèmes de remplacement, notamment de courte durée des enseignants, mais dans l'ensemble, ce n'est pas un problème majeur. D'ailleurs, ça ne donne pas lieu à une formalisation particulière d'un projet académique, etc. etc. Ce n'est pas du tout le cas à Créteil, qui est une académie de masse, qui recrute régulièrement depuis plusieurs années des enseignants contractuels. Donc en 2019, c'était à peu près 4800 enseignants contractuels dans l'académie de Créteil, et parmi eux, à peu près 1000 enseignants CDIsés. Donc, qui dit 1000 enseignants CDIsés, dit de nouvelles problématiques de gestion de carrière des enseignants, notamment celle du vieillissement des enseignants contractuels, qu'il faut accompagner dans leur pratique professionnelle. Et donc là, on a une forme de pénurie générale et localisée qui concerne un grand nombre de disciplines dans l'enseignement secondaire, mais aussi un grand nombre de filières dans les voies techniques et professionnelles. Certaines filières sont même à 100% assurées par des enseignants contractuels, ce qui n'est pas du tout le cas de l'Académie de Dijon. Et l'Académie de Lyon se situe plutôt dans une situation intermédiaire. Donc on a quand même des types de pénuries contrastées qui font qu'on a plus ou moins recours aux enseignants contractuels. Et si la question est particulièrement aiguë dans des grandes académies métropolitaines comme Créteil ou Versailles, et dans les académies d'outre-mer, qui concentrent une très grande proportion d'enseignants contractuels, dans une bonne partie des académies sur le territoire, la question de la gestion des enseignants contractuels n'est pas un problème politique et institutionnel majeur. Donc, on a là affaire quand même à, vous voyez bien, j'arrive à la fin de la première étape de mon raisonnement, on a là affaire quand même, à travers ces deux exemples, ou on pourrait même dire ces trois exemples, hein, si on distingue la contractualisation avec la centrale et la contractualisation avec les EPLE, on a là dans ces exemples finalement une contractualisation qui paraît relativement à la marge ou problématique, ou en tout cas qui n'a pas les effets qu'on observe dans d'autres systèmes éducatifs dans lesquels elle est développée et de manière beaucoup plus systématique et en étant liée beaucoup plus à d'autres instruments d'action publique. Pour autant, ça ne veut pas dire du tout que le développement
de ces formes de contractualisation ne sont pas porteurs d'un grand nombre d'effets, et même que ces effets ne sont pas eux-mêmes porteurs d'un grand nombre de transformations institutionnelles potentielles du système scolaire actuel. Et donc, c'est ce que j'aimerais développer maintenant. Alors, en ce qui concerne la contractualisation administrative, et par exemple, premièrement, la contractualisation entre la centrale et les académies, malgré ce que je vous ai dit tout à l'heure, on observe que cette contractualisation a plusieurs effets organisationnels. Les premiers renvoient à l'organisation des administrations centrales, avec l'idée que la contractualisation a permis de nouvelles formes de coordination entre les administrations centrales qui jusqu'à présent fonctionnaient de manière relativement verticale et s'adressaient seules au rectorat. Et donc les rectorats avaient plein d'interlocuteurs différents, comme ça, en tuyau d'orgue, selon une logique verticale. Et la DGRH, ces formes antérieures, la DESCO, la DEP, etc., étaient habitués à dialoguer avec les académies, mais individuellement. Là, le développement de la contractualisation suppose, de la part des administrations centrales, de beaucoup plus communiquer entre elles, de partager leur vision de ces académies et de mettre en commun un certain nombre d'informations. Donc, c'est source d'apprentissage organisationnel, c'est source d'apprentissage politique aussi, parce que ça fait voir la politique éducative autrement, pas uniquement au prisme de la spécialité de son bureau au sein de la centrale. Et puis, ça donne lieu, et ça c'est un aspect majeur, à une rationalisation de la production statistique. C'est-à-dire à la fois à un approfondissement des données statistiques disponibles et à la production de nouveaux indicateurs statistiques, permises notamment par de nouvelles implications informatiques au sein du rectorat, au sein de l'administration centrale, qui sont très nombreuses et qui se développent dans le sillage de la LOLF. Donc, l'un des effets majeurs, c'est quand même d'améliorer la capacité de l'administration centrale à mieux connaître les académies sur le plan statistique. Et donc, ça donne lieu, sur le plan cognitif, à beaucoup d'autres conséquences en cascade. La première, c'est que le contenu même du dialogue entre la centrale et les académies s'en trouve modifié. Je l'ai déjà un peu dit dans ma présentation, mais on parle beaucoup plus à partir des indicateurs maintenant. Et donc, on s'engage dans un suivi régulier de ces indicateurs en mode LOLF. Par exemple, la masse salariale, c'est quelque chose qu'on contrôle très, très activement dans cette contractualisation et dans le dialogue de gestion à sa base. Et ça donne lieu à des échanges d'un nouveau type, à des conflits d'interprétation, par exemple, sur la bonne mesure des résultats. L'Académie de Créteil, par exemple, vous le savez, quand vous prenez les taux bruts de réussite à différentes étapes de la scolarité des élèves, est souvent une académie mal classée, dans laquelle les résultats sont faibles. Par contre, le ministère a été amené à produire depuis quelques années un nouvel indicateur, c'est-à-dire la proportion des élèves qui sont accueillis en 6e et qui sont emmenés sans redoublement à l'obtention du baccalauréat. Et là, cocorico, les résultats de l'Académie de Créteil sur la base de cet indicateur sont beaucoup plus importants. Et donc, Créteil peut se présenter comme une académie porteuse, qui intègre ses élèves, qui soutient ses élèves et qui les emmène à la réussite, malgré les conditions sociales et scolaires difficiles. Et donc, du coup, il y a des conflits sur la bonne mesure des résultats. Est-ce qu'on va en rester sur les indicateurs bruts? Est-ce qu'on va utiliser ces nouveaux types d'indicateurs qui mettent en avant la capacité, la force intégrative, je vais dire ça comme ça, de l'Académie de Créteil? Et donc, ça donne lieu aussi sur à des passes d'armes entre la centrale et les rectorats sur l'identité des académies. Par exemple, la centrale, en dialogue de gestion et lors de la contractualisation, essaye de renvoyer à l'Académie de Créteil l'image qu'elle est finalement une académie normale. Comment elle fait ça? Elle prend des taux moyens. Et elle montre qu'au regard des taux moyens, l'Académie de Créteil n'est pas aussi défavorisée que les acteurs de l'Académie de Créteil veulent bien le dire. Et à l'inverse, les acteurs de l'Académie de Créteil ne cessent de dire « oui, mais derrière la moyenne, on a des disparités très importantes et on a des poches privilégiées qui font monter la moyenne vers le haut, mais on est quand même dans une académie qui concentre un très grand nombre de difficultés, regardez la Seine-Saint-Denis, etc. » Et la centrale dit « mais arrêtez de penser que l'Académie de Créteil, c'est le département de Seine-Saint-Denis. C'est beaucoup plus compliqué que ça. » Et donc, ça donne des conflits d'interprétation à partir des indicateurs sur l'identité des académies. Et bien évidemment, ce n'est pas que symbolique, puisque si on s'accorde sur ces identités-là, ensuite, les enjeux de pilotage sont majeurs. Si vous définissez l'Académie de Créteil comme une académie moyenne, beaucoup plus moyenne que ne le vivent les Christoliens, alors ça peut justifier des dotations budgétaires elles-mêmes dans la moyenne nationale.
Alors que si vous présentez l'Académie de Créteil comme concentrant un grand nombre de difficultés et justifiant des actions correctrices ou compensatrices, alors ça justifie des moyens plus importants. Et ce que révèle l'enquête, c'est que dans ce jeu-là, le charisme des recteurs ou des rectrices continue à jouer un rôle très important. Pour avoir assisté à des dialogues de gestion entre Florence Robine et la centrale, quand Florence Robine était rectrice de l'Académie de Créteil, je peux témoigner qu'elle y a mis tout son charisme pour aller décrocher des moyens supplémentaires. Ce que n'arrivent pas forcément à faire tous les recteurs dans tous les contextes. Quand on se tourne au niveau de la contractualisation entre les académies et les établissements publics locaux d'enseignement, malgré les contrastes que j'évoquais tout à l'heure, cette contractualisation est porteuse d'effets importants, mais certes différenciés selon les contextes. Alors déjà, pour les chefs d'établissement, les effets sont particulièrement importants. Ça confirme une bonne partie d'entre eux qui développent un ethos de manager et qui se voient confortés dans cet ethos de ce que Anne Barrère appelait le manager de la République. Ils utilisent beaucoup le contrat comme un document permettant de formaliser un pilotage et de réfléchir à ce dernier, même si, dans la majeure partie des cas que nous avons étudiés, ce pilotage évite soigneusement de toucher le cœur de l'activité enseignante. Mais malgré cela, on observe, selon les ordres locaux qui caractérisent les établissements scolaires, des effets contrastés. Et dans certains établissements qui sont marqués plutôt par un modèle de collaboration ou un modèle de cohabitation, j'ai envie de dire pacifique, entre la direction et les équipes enseignantes, on a quand même une contractualisation qui progressivement contribue, avec d'autres outils, à diffuser de nouveaux modèles de responsabilité, de nouveaux modèles de reddition de comptes sur l'activité de la part des acteurs. Concernant la contractualisation enseignante, malgré le fait qu'elle concerne une proportion réduite d'enseignants dans le primaire, encore plus, mais dans le secondaire aussi, malgré le fait, et c'est le point que je développerai juste après en conclusion, que le sens politique du développement de la contractualisation n'est pas encore complètement clair, le développement de cette contractualisation enseignante produit déjà énormément d'effets, notamment micro. Pas tant macro, c'est difficile de dire encore si on va basculer dans un autre régime d'emploi de la fonction publique enseignante, puisque l'emploi enseignant reposant sur une loi et statutaire, etc., est encore écrasant et majoritaire. Donc c'est difficile de savoir si le développement de la contractualisation va faire basculer la France dans un autre régime d'emploi public enseignant plus contractuel, ou si un peu comme sur le modèle de la réforme des retraites avec le maintien d'un système par répartition et le développement de plein de systèmes de capitalisation autour, on va avoir un peu le même modèle avec le maintien d'une fonction publique statutaire avec autour plein de contractualisation. Peut-être va-t-on aller vers ça, mais en tout cas c'est l'hypothèse que je pense la plus plausible à ce stade. Malgré ces incertitudes donc, sur le niveau macro, au niveau micro, la contractualisation enseignante produit déjà de très nombreux effets. Alors ils sont d'abord organisationnels. Dans les 3 rectorats que nous avons comparés, la nécessité de recourir aux enseignants contractuels pour assurer le remplacement de courte ou de moyenne durée implique dans les 3 académies de développer des politiques partenariales auxquelles elles sont plus ou moins habituées. Alors avec Pôle emploi, bien évidemment, le bien évidemment concerne les universités d'abord. Politique partenariale avec les universités pour avoir des étudiants de master soit qui préparent le concours, soit qui n'ont pas été reçus au concours et qui pourront alimenter le lot des futurs contractuels. Politique partenariale avec Pôle emploi. Politique partenariale aussi, comme dans l'Académie de Créteil, parfois avec les préfectures, parce que quand vous avez un grand nombre d'enseignants contractuels et que vous avez un grand nombre de spécialités à couvrir, vous avez recours aussi à des enseignants contractuels étrangers, qui n'ont pas toujours les titres de séjour, etc. Donc ça suppose des partenariats actifs avec les préfectures départementales. Ça suppose aussi parfois des partenariats avec des acteurs beaucoup moins populaires dans le champ de l'éducation. Je pense à l'association dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Le Choix de l'école, qui est une association qui a été créée dans le sillage de Sciences Po et de l'ESSEC, et qui vise à permettre à des étudiants de grandes écoles ou d'universités sélectives
d'effectuer le métier d'enseignant contractuel pendant 1 an ou 2, en étant accompagné par cette association de loi 1901 que constitue le choix de l'école. Bon, ça implique aussi parfois des innovations dans l'affectation des enseignants. Parfois, les hiérarchies symboliques sont un petit peu bouleversées. Selon les cas, les contractuels peuvent passer avant les titulaires. Moi, à Créteil, j'ai des secrétaires généraux, plusieurs successifs, qui sont très clairs avec ça. On a du mal à stabiliser les équipes dans les établissements difficiles. On sait que si on ouvre des postes de titulaires dans les établissements difficiles, on peut forcer la personne à y aller, mais ça se traduira à terme, si elle ne veut pas y aller, d'une part par des demandes de mutation dès que possible, mais aussi par des arrêts maladie. Donc parfois, dans certains établissements, on a intérêt, en accord avec les chefs d'établissement, à s'appuyer beaucoup plus sur les enseignants contractuels qu'on connaît, qu'on a déjà recrutés, et dont on sait qu'ils vont assurer une continuité du service public dans l'établissement. Et donc, dans l'affectation des enseignants dans ces établissements difficiles, parfois, on fait passer les contractuels avant les titulaires, ce qui ne plaît pas aux syndicats d'enseignants, mais ce qui est fait par les autorités académiques. Et par ailleurs, ces académies ont dû développer des services spécialisés dans la gestion de ces enseignants contractuels. Et dans ces services-là, les personnels administratifs doivent développer des nouvelles compétences, notamment en matière de veille juridique. Parce que gérer des contrats, ce n'est pas gérer l'affectation et la carrière de titulaires de catégorie A de la fonction publique. Ça suppose d'autres compétences juridiques qui évoluent et qu'il faut actualiser. Ça a également des effets professionnels extrêmement nombreux et variés. Bon, d'une part, le développement de la contractualisation consacre définitivement une vision alternative de l'entrée dans le métier. Et plus on développe la contractualisation, plus on envoie le message qu'on n'entre pas uniquement dans le métier d'enseignant par le concours. On peut y entrer autrement. Du coup, ça donne lieu quand même à des enseignants contractuels qui ont un rapport avec leur métier tout à fait différent de celui des enseignants qui préparent le concours. Bon nombre d'entre eux, par exemple, ont une vision court-termiste et instrumentale plus importante du métier d'enseignant, qu'ils effectuent comme un job parmi d'autres et qu'ils peuvent arrêter à un moment donné s'ils le souhaitent. Par ailleurs, quand on regarde les logiques de recrutement des enseignants contractuels, c'est intéressant de voir la dissymétrie qu'il y a avec les enseignants titulaires. Puisque malgré les évolutions depuis de nombreuses années qui visent à professionnaliser de plus en plus les épreuves au concours, notamment dans l'enseignement secondaire, la maîtrise de la discipline dans le secondaire reste encore quelque chose d'extrêmement important dans les concours. À l'inverse, quand on recrute des enseignants contractuels, au dire des inspecteurs que j'ai interrogés, la maîtrise de la discipline est relativement secondaire au regard de la capacité du candidat ou de la candidate à connaître un petit peu le fonctionnement d'un établissement scolaire et à être carré sur les valeurs. Et donc, en termes de pondération, je dirais qu'on met beaucoup l'accent sur la maîtrise de la discipline pour les enseignants du secondaire qui se présentent au concours et un peu moins sur la connaissance du système, la capacité à s'intégrer à un collectif dans des établissements, etc. Et à l'inverse, pour les enseignants contractuels, on met beaucoup moins l'accent sur la maîtrise disciplinaire et beaucoup plus l'accent sur ses connaissances et compétences organisationnelles, notamment. Ça implique également de nouvelles modalités d'engagement de ces enseignants contractuels. Je ne peux pas tout développer, mais s'il y a des questions, je le ferai avec plaisir. Ça implique également au sein de certains groupes professionnels une nouvelle division du travail éducatif avec des nouvelles formes du sale boulot, par exemple pour les inspecteurs, le sale boulot du recrutement régulier et massif des enseignants contractuels dans certaines disciplines. Moi, j'ai des inspecteurs qui témoignent de ça. Ils sont jeunes dans la fonction, ils arrivent, inspecteurs d'anglais ou d'espagnol, par exemple. Il y a beaucoup de besoins. Bon, il est jeune, il rentre dans le métier, il va s'occuper des entretiens. Et ces entretiens, ce n'est pas 1 ou 2 sessions dans l'année dans l'Académie de Créteil. Ce sont des entretiens réguliers en fonction des besoins. Et enfin, un dernier effet professionnel que je trouve particulièrement intéressant à partager avec vous ce matin, c'est les tensions que la gestion des enseignants contractuels suscite au sein des syndicats de chefs d'établissement et certains syndicats d'enseignants. Du côté des chefs d'établissement, en gros, la question des enseignants contractuels se pose essentiellement via la question du recrutement éventuel des enseignants contractuels directement par les chefs d'établissement. Et là, cette question-là, elle scinde un syndicat ultra-majoritaire comme le SNP-DEN. Il y a une fraction des chefs d'établissement
je crois, mais je ne peux pas le mesurer statistiquement, encore minoritaire, qui considèrent que, oui, qui assument complètement une vision plus entrepreneuriale et peut-être plus libérale de leurs fonctions, qui est favorable à plus d'autonomie des établissements et qui est favorable à l'idée, en tant que chef d'établissement, de recruter directement les enseignants contractuels. Et puis, il y a encore beaucoup de chefs d'établissement qui considèrent que le recrutement doit rester de la priorité du rectorat, notamment parce que quand vous êtes chef d'établissement dans un établissement rural ou de petite taille, peu attractif, et que vous avez du mal à recruter des contractuels, eh bien c'est quand même rassurant de pouvoir renvoyer la balle du côté de l'institution et du rectorat. Et donc les chefs d'établissement ne sont plus en première ligne de la gestion du remplacement vis-à-vis des familles. Et du côté des syndicats d'enseignants, je pense par exemple au SNES, FSU, ou même à la CGT Éducation, malgré ce que les acteurs disent en entretien, la question des enseignants contractuels qui durent dans la fonction, qui n'ont pas forcément envie de passer le concours, qui sont CDIsés, qui négocient leur salaire et qui sont sur des grilles salariales avantageuses, parfois plus avantageuses que dans la fonction publique elle-même, cette catégorie d'enseignants-là pose problème. Parce que quand il s'agit de défendre des enseignants contractuels qui sont en situation de précarité, d'en appeler à des plans de titularisation, etc., là, la gestion de la défense des enseignants contractuels et la défense des enseignants titulaires est relativement convergente pour un syndicat d'enseignants majoritaire comme le SNES. Par contre, quand vous avez ce profil d'enseignants contractuels qui s'affirme, dans quelle mesure la défense de la contractualisation ne met pas en péril la défense de la titularisation? Et donc là, on a des tensions internes qui sont très très claires au sein du SNES. La tension la section des enseignants non titulaires au sein du SNES, c'est un peu le village d'irréductibles gaulois. Elle est observée, elle est portée par des enseignants qui ont été ou qui sont encore contractuels, qui sont très vindicatifs, qui sont très défensifs et qui sont parfois en tension avec la direction nationale sur ce sujet. Enfin, la contractualisation est également porteuse de plusieurs effets politiques. Alors, comme je le disais tout à l'heure, je ne sais pas si on va avoir un basculement dans le régime d'emploi de manière générale. L'hypothèse la plus plausible, je pense, ce serait plutôt une coexistence des deux régimes. Mais d'ores et déjà, on observe au Parlement, dans la presse, dans la communauté de politique publique que constitue l'éducation nationale, certains acteurs qui osent de plus en plus dire que finalement, si on veut résoudre le problème de l'attractivité des métiers d'enseignants, se pose la question notamment salariale. On ne peut pas la résoudre avec un tel effet de masse d'enseignants titulaires, dont par ailleurs la gestion des carrières est relativement linéaire et peu attractive elle-même. Et donc pour résoudre le problème de l'attractivité, il faudrait pour ces acteurs développer beaucoup plus la contractualisation comme voie première de recrutement. C'est notamment ce que défend l'Institut Montaigne, qui, malgré la tempête actuelle de l'un de ses membres, comme vous le savez, est toujours influent auprès de l'équipe du gouvernement actuel. Donc voilà, j'avoue ne pas avoir contrôlé mon temps et je vous prie de m'en excuser, je crois que je l'ai complètement exposé. Cela m'amène du coup à la conclusion, enfin aux conclusions suivantes. Sans remettre en cause frontalement et fondamentalement un certain nombre de grandes interprétations qui circulent sur la contractualisation. Je ne suis pas en train de dire que la contractualisation n'œuvre pas du tout à la néo-managérialisation et à la néolibéralisation de l'école. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Sans réfuter complètement ces grandes interprétations, les conclusions que je vous présente ce matin invitent à nuancer quand même certaines de ces grandes interprétations. Par exemple, les travaux montrent que le développement du New Public Management de manière générale et de la contractualisation en particulier ne conduit pas uniquement à la néolibéralisation de l'école, il est aussi source de la production d'un grand nombre de nouvelles rigidités administratives et il est aussi source d'un renforcement du pouvoir de l'État lui-même, notamment de la part de l'État, dans la capacité de l'État à mieux connaître, par exemple dans le cadre de la contractualisation administrative, les territoires qu'il gouverne. Par ailleurs, on n'observe pas véritablement, comme Renaud Epstein a pu le mettre en évidence dans d'autres secteurs d'action publique, le développement d'une nouvelle forme de gouvernement à distance selon laquelle les autorités déconcentrées, comme dans le domaine de la santé par exemple, verraient leur pouvoir se réduire et dans lequel un gouvernement, par le biais d'un certain nombre de nouveaux instruments de pilotage, notamment les appels à projets ou les labels, piloterait à distance comme ça des territoires qui seraient de plus en plus incités à aller dans le sens voulu par le gouvernement central.
Ce n'est pas véritablement ce qu'on observe dans le champ de l'éducation. Néanmoins, pour se prononcer complètement sur les effets de cette contractualisation, il est extrêmement important de ne pas analyser cette contractualisation uniquement, de manière isolée, d'autres transformations structurelles majeures. Parce que le sens que va prendre la réforme en matière de contractualisation dépend de la réussite d'autres réformes structurelles. Sur la question de la gestion des enseignants contractuels, par exemple, c'est très clair. Le sens politique que va prendre le développement de la contractualisation enseignante aujourd'hui ne dépend pas que du développement numérique des enseignants contractuels, ne dépend pas que de la politique de gestion de carrière des enseignants contractuels, elle dépend aussi d'un certain nombre de politiques éducatives connexes, liées à la question des enseignants contractuels et qui peuvent donner un tout autre sens à la contractualisation selon leur évolution. Je pense bien sûr à la politique budgétaire, je pense à la gestion des carrières enseignantes de manière générale, mais je pense aussi à des questions liées à l'autonomie des établissements. Si demain, on va vers un système éducatif dans lequel les établissements ont beaucoup plus d'autonomie qu'ils ne l'ont aujourd'hui, par exemple en matière de recrutement des enseignants, et vous voyez bien que c'est le sens vers lequel veut aller le gouvernement actuel, hein, si on regarde par exemple les initiatives prises dans l'Académie de Marseille dans le champ de l'enseignement primaire, alors la question de la contractualisation enseignante prendra une toute autre signification que dans le système actuel. Du coup, la période actuelle est particulièrement stimulante à analyser, l'issue en est encore incertaine, elle est particulièrement difficile à interpréter aussi, notamment parce que depuis plusieurs années, on a un gouvernement qui fonctionne sur le mode de l'incrémentalisme, donc de la politique des petits pas, qui n'annonce pas d'emblée tout ce qu'il veut faire des politiques qu'il met en œuvre, qui prend soin de dissocier les dossiers, de multiplier les annonces sur ces dossiers d'ailleurs, dossiers qui, de fait, sont liés les uns aux autres et dont on ne voit pas toujours à l'avance le schéma d'ensemble qu'ils vont constituer. C'est tout l'enjeu de la politique que j'avais appelée dans une tribune du Monde la politique du puzzle. C'est tout l'enjeu de cette stratégie de gouvernement incrémentale qui n'est pas facile à décoder parce que quand vous êtes dans l'opposition et que vous voulez la critiquer, le pouvoir en place a toujours beau jeu de dire non, vous surinterprétez, d'ailleurs regardez ce qui est prévu dans le texte de loi, regardez ce qu'on met en place. Non, tout ça est à titre expérimental, etc. etc. Et donc, c'est à la fois ce qui est passionnant et, j'allais dire, challenging, et ce qui est un défi très important aussi pour l'analyse des politiques éducatives françaises aujourd'hui, c'est d'arriver à décrypter cet incrémentalisme et cette politique du peuple. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention ce matin par visio, et j'espère qu'on va pouvoir discuter de plein d'aspects liés à cette présentation. Merci beaucoup.